plaisir de participer aux recommandations de pratique clinique en 2018 sous l'égide du Collège des gynécologues obstétriciens de France et de la Haute Autorité de Santé concernant la prise en charge de l'endométriose. À ce titre, j'ai donc participé à la section prise en charge de l'infertilité à l'endométriose et ce premier chapitre que je vais vous présenter concerne la prise en charge de l'infertilité hors FIV pour les patientes ayant une endométriose. Donc la question qui est posée est celle de la performance du traitement médical, la performance des stimulations ovariennes et la performance des inséminations pour un couple consultant pour infertilité et pour laquelle il y a une endométriose qui a été diagnostiquée chez la patiente. Lorsqu'une patiente consulte et qu'il y a une endométriose pelvienne, différentes stratégies sont possibles. La prise en charge hors FIV qui va concerner cette présentation et la prise en charge hors FIV. Et toute la question, bien évidemment, c'est celle des critères de choix qui vont permettre d'orienter la patiente vers une prise en charge hors FIV et une prise en charge en FIV. Avant de présenter les différents résultats et les différentes recommandations qu'on peut tirer de la littérature scientifique, il y a quelques questions qui se posent. En effet, les résultats observés des différentes études sont toujours issus d'une population source et la grande question qu'on se pose, c'est peut-on extrapoler les résultats à l'ensemble de la population, c'est-à-dire à l'ensemble des femmes qui ont une endométriose et une infertilité, c'est-à-dire la population cible. Cette extrapolation des résultats nécessite trois validités. Une validité statistique, c'est-à-dire de savoir si le résultat observé est le reflet de la chance ou du hasard. Une validité interne, c'est-à-dire est-ce que le résultat peut être attribuable à l'intervention. En l'occurrence ici, les interventions vont être le traitement antigonadotropes, les stimulations et les inséminations. Et enfin, une validité externe, à savoir le résultat peut-il être généralisable à toutes les patientes avec de l'endométriose en situation d'infertilité. Or, comme on le sait bien, l'endométriose est une maladie extrêmement hétérogène et les facteurs qui contribuent à l'infertilité en cas d'endométriose sont multiples. Des facteurs péritonéaux, des facteurs liés à l'utérus, des facteurs liés à l'état annexiel, c'est-à-dire les ovaires et les trompes. De même, les patientes sont extrêmement hétérogènes. Les caractéristiques des femmes, l'âge, leur poids, leur réserve ovarienne, le type d'endométriose, dont on va voir qu'il en existe différents aspects, savoir si elles ont eu une chirurgie préalable et aussi les autres facteurs d'infertilité qui peuvent coexister au sein de ce couple. On sait aujourd'hui qu'il y a 4 principaux types d'endométriose. Ces 4 phénotypes, l'atteinte ovarienne, les endométriomes, l'atteinte péritonéale superficielle, l'atteinte pelvienne profonde et l'adénomiose peuvent être isolés, mais le plus souvent coexister, ce qui rend très difficile l'interprétation des études et l'établissement de recommandations. En effet, historiquement, la plupart des guidelines, c'est-à-dire des lignes directrices pour la prise en charge de l'infertilité associée à l'endométriose, étaient basées sur cette classification ASRM. Cependant, cette classification a été remise en question ces derniers temps parce que d'une part, elle laisse suggérer et elle induit faussement l'idée d'une progression de la maladie, c'est-à-dire en différents stades, 1, 2, 3 et 4. Elle laisse penser qu'effectivement cette maladie pourrait évoluer, ce qui n'est pour l'instant pas prouvé. Et puis surtout, elle n'est absolument pas corrélée avec la fertilité. De fait, elle ne peut pas être utilisée pour guider les patientes dans une prise en charge en FIV ou hors FIV. Et enfin, un de ses principaux problèmes, c'est qu'elle nécessite la réalisation d'une célioscopie. Or, on ne peut pas faire d'opération uniquement pour diagnostiquer l'endométriose en 2021. Donc, dans la suite de cet exposé, ce que l'on va supposer, c'est que lorsqu'on va parler d'endométriose superficielle, le diagnostic se fait après une célioscopie incluant son traitement, car toutes les études qui vont être présentées, lorsqu'on parle d'endométriose superficielle, c'est-à-dire dit stade 1 ou 2, le diagnostic a toujours été fait après célioscopie et donc a inclus son traitement. La stratégie de prise en charge hors FIV est donc considérée comme post-opératoire. En cas de phénotype plus sévère, c'est-à-dire d'adénomiose, d'endométriome ou d'endométriose pelvienne profonde, la stratégie thérapeutique de la prise en charge hors FIV pourra donc être considérée à l'issue d'un bilan d'imagerie ou en post-opératoire si une célioscopie a été réalisée dans ces cas décrits. Alors, première question posée, c'est celle du traitement antigonadotrope. Le rationnel de cette stratégie est de dire que l'endométriose est une maladie hormonodépendante, avec un rôle supposé de l'inflammation, du stress oxydatif dans la fertilité. Les anciens concepts disaient que cette maladie disparaît après une ovariectomie et qu'elle pouvait récidiver après un traitement hormonal substitutif. Et donc, certains auteurs avaient émis l'hypothèse que la suppression de l'activité ovarienne entraînerait une inactivation de l'endométriose.
Cette question a donc fait l'objet de nombreuses études et une méta-analyse publiée en 2007 a compilé l'ensemble de ces données, 12 études. Et le résultat est celui-là. Quel que soit le traitement antigonadotrope, il n'y a aucun bénéfice pour l'obtention d'une grossesse. Il est à noter que même si ce résultat est donc pas en faveur de la prescription d'un traitement antigonadotrope dans l'objectif d'améliorer les taux de grossesse, ces 12 études ne concernent que 420 patientes en tout. Et quand on connaît la forte prévalence de l'endométriose, on peut toujours se poser la question pourquoi si peu de patientes. En tout cas, c'était une recommandation forte du groupe d'experts. Il n'y avait aucune place pour un traitement antigonadotrope en cas de désir de grossesse. De façon un peu plus précise, des auteurs se sont interrogés sur le fait faut-il prescrire un traitement après une patiente qui a bénéficié d'une chirurgie pour infertilité. Autrement dit, une patiente a donc été opérée et la combinaison de la chirurgie et de la suppression de l'activité ovarienne entraînerait donc une inactivation de l'endométriose et une amélioration de la fertilité. Là aussi, il y a donc eu plusieurs études sur ce sujet. Une méta-analyse publiée en 2004 les a reprises et la conclusion est qu'il n'y a pas de bénéfice à la prescription additive à la chirurgie, à la prescription d'un traitement antigonadotrope pour améliorer les taux de grossesse. Là encore, une recommandation forte, aucune place pour un traitement antigonadotrope en pré- ou post-opératoire. Pour ceux qui auraient vu passer cette méta-analyse de la Cochrane récente, qui a mis à jour cette question du traitement antigonadotrope en post-opératoire. Les auteurs ont observé un bénéfice au traitement antigonadotrope par rapport au placebo. Lorsqu'on regarde dans le détail, il y a 2 études qui penchent en faveur du traitement antigonadotrope et il y a un biais majeur de cette méta-analyse, c'est qu'il y a un mélange des grossesses obtenues après chirurgie et en post-FIV. Ces 2 études-là, qui sont en faveur du traitement médical, nous n'avons aucune donnée sur le mode de conception après chirurgie et certaines patientes ont été directement adressées en FIV. Autrement dit, ils ont mélangé des études qui ne devraient pas avoir été mélangées et donc il n'y a toujours aucune place pour un traitement antigonadotrope en pré- ou post-opératoire. La question qui se pose, s'il n'y a pas besoin de traitement antigonadotrope, c'est en cas d'endométriose et d'infertilité, existe-t-il un intérêt aux stimulations et ou aux inséminations en première intention? Pour répondre à cette question, il faut toujours se poser la question de l'alternative. Si je décide d'un traitement par insémination ou stimulation, quel est l'autre traitement que je peux proposer à la patiente, c'est-à-dire une expectative ou une prise en charge en fécondation in vitro? Et il faut bien comprendre que les études qui se sont intéressées à ces sujets datent le plus souvent d'avant 2005 et que la performance des stimulations ou des inséminations n'a jamais été comparée à une prise en charge en FIV directe, ce qui est une limite à toutes les recommandations et à toutes les conclusions qu'on peut en faire. La performance de la stimulation ovarienne, quel est le rationnel pour aller induire une folliculogénèse chez ces patientes? Expérimentalement, il est observé une altération de la folliculogénèse et de la stéroïdogénèse chez les patientes qui ont une endométriose. De plus, il est observé cliniquement des troubles de l'ovulation, en particulier en cas d'endométriose pelvienne ou d'endométriome. Quelles sont les principales altérations cliniques qui sont observées? Il est suggéré une diminution de la qualité de l'ovulation, une altération de la création du follicule et de la sécrétion hormonale, des déficits lutéaux sont décrits et il y a même des atteintes hypophysaires qui sont décrites avec une altération de l'axe hypothalamo-hypophysaire ovarien avec des troubles du pic de LH. Il paraissait donc logique d'utiliser la stimulation ovarienne. Donc en cas d'endométriose pelvienne superficielle, c'est-à-dire l'ancien stade 1-2 est donc diagnostiqué après une cœlioscopie incluant son traitement. L'utilisation d'une stimulation ovarienne en post-opératoire peut être envisagée en cas d'endométriose minime à légère. C'est une recommandation de faible grade, c'est-à-dire de grade C, car il n'y a qu'une seule étude bien conduite, comprenant de faibles effectifs, qui a observé un bénéfice lié à la stimulation ovarienne après chirurgie. La question qui se pose, c'est quel type de stimulation il faut effectuer. Eh bien, le recours aux gonadotropines en première intention est préférable, puisque cette recommandation reprend la recommandation de pratique clinique de 2010 sur la prise en charge des couples infertiles, qui avait noté que lorsque la patiente est normo-ovulante, le recours aux gonadotropines était supérieur au citrate de clomifène. En cas d'endométriose pelvienne profonde et ou d'endométriome, il n'y a aucune étude prospective randomisée ou rétrospective qui n'ont été effectuées dans ce type de situation. Autrement dit, chez les patientes qui ont
un phénotype d'endométriose plus sévère, nous n'avons pas de données pour savoir si on peut leur proposer une stimulation ovarienne en première intention, qu'elles aient été ou non opérées. Il n'y a pas de données sur ce sujet. Une autre stratégie hors FIV est la prise en charge par des inséminations intra-utérines. Le rationnel d'utilisation est le suivant. Il a été observé que les résultats des inséminations intra-utérines en cas d'endométriose préalablement opérée ne semblent pas inférieurs à ceux concernant les patientes ayant une infertilité inexpliquée. De plus, dans une très large méta-analyse publiée en 1998, qui reprenait des études randomisées et des études prospectives et rétrospectives, eh bien, en cas d'endométriose légère ou d'infertilité inexpliquée, le recours à la stimulation par gonadotrophine améliorait les chances de grossesse, augmentait la fécondité de ces couples. Donc, en cas d'endométriose pelvienne superficielle, lorsqu'on regarde dans le détail des études, il y a 2 études randomisées qui se sont intéressées à ce sujet, des études avec un faible nombre de patientes bien évidemment, qui sont assez anciennes et qui montrent une tendance, un bénéfice aux inséminations intra-utérines. Là encore, quand on regarde les résultats, le large intervalle de confiance associé aux résultats de ces études incite bien évidemment à la prudence, mais c'est une possibilité. En d'autres termes, l'utilisation des inséminations intra-utérines en post-opératoire est envisageable pour les patientes ayant une endométriose pelvienne superficielle. Et l'association aux gonadotrophines est souhaitable. En cas d'endométriose pelvienne profonde et ou d'endométriome, à nouveau, le faible nombre d'études, la qualité méthodologique de ces études ne permettent pas d'évaluer les performances des inséminations intra-utérines dans ce type de situation. La question qui se pose, c'est celle du rôle de la stimulation ovarienne. En effet, on pourrait penser que le bénéfice de la stimulation ovarienne serait plus important que le bénéfice propre de l'insémination intra-utérine. Une étude randomisée ancienne avait essayé de répondre à cette question, incluant des patientes ayant bénéficié d'une célioscopie pour endométriose péritonéale superficielle et avait comparé une prise en charge associant une stimulation avec une prise en charge associant une stimulation et une insémination. Les taux de grossesse n'étaient pas différents et on pouvait donc supposer qu'il s'agissait principalement d'un bénéfice lié à la stimulation ovarienne. De plus, certaines études plus récentes, rétrospectives, ayant étudié les facteurs prédictifs d'obtention d'une grossesse après un traitement célioscopique des lésions péritonéales superficielles, a observé un bénéfice à l'induction d'ovulation et aux inséminations intra-utérines sans différence entre les deux, laissant suggérer que c'est principalement la stimulation ovarienne qui est bénéfique. En d'autres termes, aucune recommandation ne peut être faite sur l'utilisation systématique d'insémination intra-utérine en cas de stimulation ovarienne par rapport aux stimulations avec gonadotrophine seule. La question qui se pose maintenant, c'est les modalités pratiques de la prise en charge hors FIV. Première question, combien de cycles peut-on effectuer chez ces patientes? Il est observé depuis fort longtemps que la majorité des grossesses survient dans les 6 à 12 mois après un essai de conception spontanée avec ou sans chirurgie préalable. En cas d'insémination intra-utérine, quelle que soit la raison de cette insémination intra-utérine, les recommandations de pratique clinique de 2010 avaient estimé qu'on pouvait aller jusqu'à 4 à 6 cycles avant de passer à une autre prise en charge de type FIV. Et donc, on peut extrapoler ces recommandations en disant qu'un nombre maximum de 3 à 6 cycles est souhaitable en cas d'endométriose péritonéale superficielle et probablement moindre en cas d'endométriose pelvienne profonde et ou d'endométriome si une telle stratégie avait été décidée, bien qu'il n'y ait pas de preuve de cette stratégie. Une autre question soulevée est celle du risque de récidive. 2 études de niveau de preuve faible suggèrent un risque augmenté de récidive après insémination en comparaison à la fécondation in vitro. De fait, aucune recommandation ne peut être formulée sur le risque de récidive. La question que tous les praticiens se posent, c'est à qui proposer une prise en charge hors FIV. Nous venons de voir qu'il y a des possibilités pour effectuer une stimulation ovarienne ou une insémination intra-utérine, en particulier en cas d'endométriose pelvienne superficielle. La question que le praticien se pose, c'est finalement s'il est possible d'utiliser une insémination intra-utérine ou une stimulation ovarienne, à quel couple, à quelle patiente va-t-on proposer une prise en charge hors FIV? Donc, lorsqu'un couple consulte pour infertilité, qu'une endométriose est diagnostiquée, cette prise en charge hors FIV va être basée la plupart du temps sur une discussion, une évaluation multidisciplinaire de la patiente et globalement de son couple. La réserve ovarienne, l'âge, la durée d'infertilité, les facteurs associés à cette infertilité, les antécédents de chirurgie d'endométriose, la présence de lésions sévères et le choix du couple vont intervenir dans la discussion.
Il y a quelques situations qui quand même orientent vers une prise en charge hors FIV. Lorsque, dans ce parcours d'infertilité, une cœlioscopie première a été réalisée, il y a donc un bilan annexiel complet qui a été effectué avec un traitement le plus souvent préalable aux lésions. Aujourd'hui, un consensus international reconnaît que le score de l'Endometriosis Fertility Index, ou score EFI, a été validé et peut être proposé pour orienter les patientes vers une prise en charge hors FIV ou en FIV. Ce score est un score qui associe des critères anamnestiques, l'âge, la durée d'infertilité, l'existence d'une grossesse antérieure, avec le résultat de la chirurgie et la description de l'état tubo-annexiel à l'issue de cette chirurgie. Et lorsque le score est élevé, eh bien, les patientes ont tout intérêt ou en tout cas peuvent bénéficier d'une prise en charge hors FIV avec des taux de grossesse tout à fait satisfaisants. Lorsque les patientes ont un score faible, témoignant soit de critères anamnestiques défavorables à une conception spontanée ou hors FIV, ou bien des critères anatomiques avec une altération de leur état annexiel ou des lésions pelviennes profondes, une prise en charge hors FIV est peu souhaitable. Et donc, après cœlioscopie, l'utilisation du score EFI, plutôt que la classification ASRM qui n'est pas corrélée à la fertilité, est recommandée pour identifier les patientes ayant un bon pronostic de fertilité hors FIV. La difficulté provient que lorsqu'un couple infertile consulte, qu'une endométriose est diagnostiquée et que cette endométriose, en particulier lorsqu'elle va être pelvienne profonde, eh bien, nous n'avons pas de données qui permettent d'identifier les patientes ayant un bon pronostic de fertilité hors FIV. De même, une autre question qui se pose, c'est faut-il effectuer systématiquement une cœlioscopie avec un traitement des lésions avant d'envisager une prise en charge hors FIV? On ne peut pas répondre à ces questions. Autrement dit, lorsque dans le parcours de ces patientes, une cœlioscopie a été réalisée parce qu'il y avait une indication opératoire concernant des douleurs ou une autre indication de chirurgie, le score EFI peut être utilisé, mais en aucun cas, on ne peut recommander une cœlioscopie systématique pour guider la prise en charge hors FIV. Et en particulier, lorsqu'il y a une endométriose pelvienne profonde ou un endométriome, il n'existe pas de données qui permettent d'identifier les patientes ayant un bon pronostic hors FIV. En conclusion, lorsqu'un couple consulte pour une infertilité depuis plus de 12 mois, au cours de laquelle une endométriose pelvienne a été identifiée, s'il s'agit d'une endométriose pelvienne superficielle, pour laquelle la plupart du temps une cœlioscopie aura été réalisée avec un traitement préalable des lésions, les inséminations intra-utérines et la stimulation ovarienne sont donc une option pour ces patientes. Le nombre de cycles à réaliser avant de passer à une prise en charge en FIV pourrait être entre 3 et 6 cycles. En revanche, en cas d'endométriose pelvienne profonde ou d'endométriome, il n'y a pas de données validées dans la littérature qui permettent d'orienter les patientes d'emblée vers une prise en charge par des inséminations ou des stimulations. Dans ce type de situation, une évaluation multidisciplinaire incluant une analyse complète de l'ensemble des facteurs de fertilité doit être effectuée en cas d'endométriose pelvienne profonde. Il n'y a pas de stratégie thérapeutique qui permettent d'emblée vers une prise en charge par des inséminations ou des stimulations. Dans ce type de situation, une évaluation multidisciplinaire incluant une analyse complète de l'ensemble des facteurs, enfin, qui permettent d'emblée vers une prise en charge par des inséminations